Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul des Taureaux du Panthéon. Donc avec cette deuxième leçon, nous allons aborder la question des opérateurs de comparaison en programmation, donc sur Python. Nous parlerons aussi des boucles, qui est une part très importante de l'informatique et de la programmation, donc que ce soit les boucles, donc les loops for ou les while loops. Alors pour commencer, je vais ouvrir Spider. Donc vous verrez que sur cette séance, j'ai été plus feignant que la semaine dernière. Donc j'ai déjà tapé le code, tout le code que je vais vous présenter, et je vais le lancer partie par partie pour que ce soit plus rapide pour vous comme pour moi, et peut-être plus facile. Donc j'ai changé un peu la mise en page, si je puis dire, de, de Spider, de manière à ce que ce soit peut-être plus agréable. Donc je peux rendre le code assez large. Vous voyez qu'ici j'ai des problèmes. En fait, j'avais tapé le signe et, mais je pense que j'avais pas la bonne extension de caractère qui pouvait sauvegarder le signe et qu'on retrouve pas dans euh, dans certaines typologies de script. Donc, je vais lancer le code. A priori, tout est en commentaire, comme vous pouvez le voir. Il y a à la fois des commentaires donc avec des dièses, mais aussi des suites de caractères, des suites de lignes de commentaires. A priori, tout est fermé. Donc, dès que je lance le code, a priori, rien ne devrait s'afficher, puisque la console ne reconnaîtra aucun code. Là, si je lance sans problème, vous voyez que rien ne s'affiche. C'est bon signe. Donc là, je vais augmenter la taille de la police pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors, donc les opérateurs de comparaison. Il faut savoir que l'informatique, c'est de manière assez triviale deux choses. Euh, une comparaison, donc des 0 et des 1. L'informatique de base, votre ordinateur ne reconnaît que des 0 et des 1, des suites de 0 et des suites de 1, pour correspondre à différents types d'objets. C'est pour ça qu'on a créé les langages informatiques, c'est pour faire une interface entre le langage console, donc le langage bit, la suite de 0 et la suite de 1, avec le langage humain, donc typiquement ce que vous voyez en face de vous. Simplement parce qu'un humain ne peut pas lire une suite de 0 et de 1 et reconnaître quelque chose, sauf certains humains avec un potentiel intellectuel assez spécifique. Mais bon, on a préféré créer des langages pour avoir une interprétation de la machine plus facile. Alors, donc quand on parle de comparaison sous Python, c'est ce signe-ci et non pas égal qui signifierait attribution. Donc là, j'attribuerai la valeur 5 à la variable de nom A. Donc l'égalité sous Python, la comparaison, l'égalité, c'est le double égal. Nous allons voir ici avec le premier code. Donc là, j'attribue la valeur de 5 à A, la valeur de 2 à B. Vous comprenez, vous l'avez déjà fait. Et suite à cela, je demande d'afficher A est égal et semblable à B. Donc vous voyez que c'est faux, vous le savez. Donc pour cette première ligne, il va afficher un résultat. Le résultat d'une comparaison en programmation sur Python, il est booléen. C'est soit vrai, soit faux. Ou soit 0, soit 1. C'est strictement la même chose. Vrai, c'est 1. Faux, c'est 0. C'est tout aussi simple que ça. Donc vous allez voir quand je vais le lancer. Voilà, première ligne, faux, parce que B n'est pas égal à A. Deuxième ligne, vrai. Pourquoi? Parce que ce signe-là signifie la différence. Donc A est différent de B. Cette condition est vérifiée, donc on retourne le vrai, tout simplement. Autre chose, ça peut être vrai ou faux, mais ça peut être aussi 0 ou 1. Pour ce faire, je vais faire comme ce que j'ai pu faire au sein de la première leçon, donc utiliser la conversion de type. Donc là, si je fais int, hop, je convertis le résultat de la comparaison en entier. Vous voyez bien, 0 et 1. 0 pour faux, 1 pour vrai. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir, c'est vraiment la base de la comparaison et des opérateurs de comparaison. Donc là, je suis allé un peu plus loin. Donc j'ai repris la fonction input qu'on avait pu étudier au départ, donc qui suppose l'entrée d'une valeur manuellement au sein d'une variable A ou B. Donc là, ce que je veux, c'est entrer le montant A, le montant B,
Et sur les prints, j'ai ajouté quelques informations que je n'avais pas traitées sur la séance précédente, histoire de vous apprendre quelque chose en plus sur la fonction print. Donc là, j'ai découpé la fonction print en une suite de caractères. La valeur de A, que l'on rentrera ici et qui sera convertie en entier, nécessairement, puisqu'il y a la condition conversion de type. Suite à cela, il y a une nouveauté, c'est le n, le /n, ou l'anti/n. Ça correspond sous Python à un saut à la ligne. Il faut savoir, en programmation, à la base, quand on fait print sur une ligne et print sur une autre, le résultat se suit comme une liste de caractères, puisqu'on n'informe pas le code qu'on veut faire un saut à la ligne. Le -n donc, vient rappeler, c'est pas nécessaire, mais je vous le mets pour vous expliquer comment ça fonctionne, la volonté de sauter la ligne, simplement. Donc là, ça va faire la valeur de A et la valeur qu'on rentrera. Pareil pour là, sauf qu'entre temps, on aura sauté la ligne, tout simplement. Et le print en dessous, que je vais mettre en commentaire pour le premier lancement, cette fois-ci, c'est anti/t, t pour tab. Donc ça va faire un espace, une indentation. Là, si vous placez sur votre code et que vous faites tab, vous avez un espace, une indentation. C'est ce que va faire le t. Et on pourrait le faire plusieurs fois si vous voulez vraiment séparer votre suite de caractères de manière assez large, mais bon, c'est pas ce qu'on veut ici. Est-ce que tout est bon? Est-ce que je n'ai pas fait une bêtise? Peut-être. Voilà, j'avais oublié de remettre les guillemets. Donc je vais mettre en commentaire, je vais lancer. Alors, entrez le montant A. Là, vous pouvez voir qu'il y a un espace. Ça correspond à l'espace qui est ici. Donc c'est encore une fois pour avoir un code plus lisible, plus agréable. Donc là, je vais taper 25. Le montant B, je vais mettre 2. Donc là, vous avez la valeur de A est 25. Donc on est jusque là. Ensuite, espace. L'espace qui est... Bon, c'est ma faute. J'aurais peut-être dû retirer l'espace ici. Donc là, saut à la ligne, vous voyez. On saute la ligne. Et valeur de B, tout simplement. Donc là, si je relance, si je refais 25, si je fais 2, toujours ce petit problème. Peut-être qu'il faut que je retire l'espace ici. Je vais retenter. Hop. Voilà. En fait, il suffit de coller. Il n'y a pas nécessairement besoin d'espace parce qu'il reconnaît l'anti/n. Voilà, vous avez un peu l'explication. Maintenant, je vais mettre en commentaire. Je vais faire le deuxième print pour vous expliquer la notion de tab. Je lance. Entrez le montant A, je fais 25. Le montant B, 2. 25 est de type. Donc, vous voyez, tab, l'espace qui est entre ici et là. Et donc, entier. Donc, vous voyez bien que A est converti en entier via la fonction int. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais remettre des commentaires histoire que cela ne se lance plus sur le prochain code. Ici, je vous ai mis différents types d'opérateurs de comparaison. Je pense que vous savez globalement quoi ils représentent. Donc ici, c'est la différence. Donc A est différent de B. Hop. Si A est différent de B, donc afficher 12. Ça n'a aucun sens, mais je vais quand même le faire vous montrer. Donc ici, vous voyez qu'on a un problème, c'est qu'on n'a pas la variable A ni la variable B. Donc on va définir A égale 1 et B égale 2. Et là, plus de message d'erreur, on peut lancer. Si A est différent de B, donc normalement on affiche 12. Voilà, on affiche 12. C'était un code un peu bête, mais c'était pour vous montrer la première chose qu'on peut faire avec un opérateur logique. Alors, maintenant la notion de « et ». Alors ça c'est très important aussi. Vous pouvez ajouter des suites de conditions. Vous ne pouvez pas vous limiter à une seule condition, vous pouvez en mettre plusieurs. Ici je l'ai mis sur une seule ligne. Donc là, si vous devez lire le code, deux choses. La première chose, on essaie de vérifier que B correspond à 26, que B est égal à 26, que B était équivalent à 26. Donc là, ça serait vérifié parce que le B est égal à 26, mais, enfin, et nécessairement
que le résultat, le modulo de b divisé par 2 est différent de 0. Alors, ça, c'est une chose très importante en programmation. Vraiment, cette ligne, il faut vraiment la comprendre et l'intégrer. Qu'est-ce qu'elle signifie? Que si je divise b par 2, il ne me reste rien. Il me reste quelque chose, pardon. Il ne me reste pas 0. Si vous vouliez préciser, voir que b est pair, vous retirerez l'espace. Donc que le résultat de la division de b par 2 est égal à 0, donc nécessairement pair. Si je fais cela, j'ai deux conditions, la première, la seconde. Les deux sont a priori vérifiés, donc print devrait afficher vrai. Voilà. Autre chose que je peux vous dire dès maintenant. Non, je le dirai après, c'est peut-être pas le bon moment pour en parler. Voilà, je mets un commentaire. Alors, après et, on a donc ou. Donc déclaration de A, déclaration de B encore une fois. Donc si B est égal à 26 ou que B est impair, alors renvoyer vrai. Donc là, la première condition est vraie, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais si par exemple, si la première condition était 24, donc là, elle est fausse. Donc on s'attend à ce que la deuxième soit vraie. Alors, le résultat de la division de b par 2 est différent de 0, c'est faux. Donc là, a priori, faux et faux, ça va retirer la valeur fausse. Voilà. Autre chose importante, la négation, je crois. Donc le note. Donc là, on a déclaré A est égal à 25. On a déclaré ensuite une liste avec différents nombres et on essaie de vérifier si A n'est pas dans B, n'est pas dans la liste B. Donc là, vous voyez qu'il est dans la liste B. Donc ici, afficher le résultat pour savoir si A n'est pas dans B. Donc vu qu'il est dans B, a priori, ça devrait afficher faux. Voilà, encore une fois, faux, vous voyez ici. Donc là, je peux mettre en commentaire. Alors, les opérateurs d'affectation. Donc, on a déjà vu le plus important, le égal, au sein de la première leçon. On a beaucoup parlé de lui, on l'a beaucoup utilisé, mais il y en a bien sûr d'autres. Donc là, c'est l'incrémentation. Donc quand vous voulez incrémenter une valeur à une variable, donc si A est 30, si là je fais A plus égale 1, print A, résultat 31. Voilà, vous voyez. Seulement, il y en a beaucoup, il y en a d'autres. Il y a la soustraction, la multiplication, la division, le modulo, donc le reste de la division euclidienne, la division pleine et la puissance. Alors, on va commencer par les conditions. On a fait la comparaison avec les opérateurs de comparaison. Maintenant, il faut introduire une notion très importante et qui va de pair avec les comparaisons, donc les conditions. Donc, si vous connaissez un peu l'anglais, a priori, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ces quelques lignes de code que vous voyez ici. Donc, A est égal à 10, c'est clair. Donc là, j'introduis une nouvelle fonction native dans Python, le if, donc le si. Si ce qui est entre if et le deux points, donc les conditions sont vraies. Si cette condition est égale à renvoi true ou est vrai, alors affiche la valeur est supérieure à 10. Sinon, et else, donc sinon, afficher la valeur de A est 10. Donc, vu que A n'est pas supérieur à 10, il est égal à 10, il renvoie ce qui vient au niveau de else, donc A est 10. Mais cette déclaration de condition, il faut qu'elle soit bien claire dans votre tête avant de l'écrire. Parce que là, on n'intègre pas tout. On a un univers qui est conditionné,
Donc l'univers des possibles de A, il est conditionné déjà à des entiers. Donc si je rentrais la valeur 10 comme celle-ci, ou 1 comme celle-ci, pardon, hop, là ce serait complètement faux, j'aurais un problème de signe il me semble. Voilà. Donc l'opérateur de comparaison n'est pas possible quand on rentre une suite de caractères ou un caractère. Donc voilà, donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que avant d'écrire une suite de conditions, avant d'encadrer conditionnellement un code, il faut l'avoir bien clair en tête. Il faut qu'il intègre toutes les possibles. Donc ici, il y a un problème de type. Ça, on pourrait faire une conversion où on pourrait forcer l'utilisateur à rentrer un type de valeur particulier. Pardon. Si par exemple A est égal à 1, donc là, si A est supérieur à 10, c'est pas vérifié, donc on va tout de suite sur le else. Else, la valeur de A est 10. Sauf que c'est faux parce que A n'est pas égal à 10. Ce problème vient d'une mauvaise évaluation de l'univers des possibles de A. Donc il faut encadrer toutes les possibilités. Ce qui serait vrai ici, ce serait la valeur de A n'est pas supérieure à 10. Là, on ne fait pas d'erreur en termes de conditions. Parce que si elle n'est pas supérieure à 10, ici, elle n'est pas supérieure à 10. Basta, il n'y a pas besoin de déclarer autre chose. Si A est égal à 1, elle n'est pas supérieure à 10. Tout simplement. Si elle est égale à 10, elle n'est non plus pas supérieure à 10. Donc vous voyez qu'ici on ne se trompe pas, parce qu'on a deux choix possibles, supérieur ou différent. C'est un problème de sens qu'il faut avoir en tête quand on déclare des conditions. Donc vraiment être conscient de la pertinence de nos conditions. Alors ensuite, les if, elif et else. J'ai repris un code sur internet parce que c'était un peu long à écrire, mais l'avantage de ce code, c'est qu'il vous permet de revoir rapidement tous les types sous Python, dont nombreux dont j'ai pas eu l'occasion de rappeler l'existence. Donc par exemple le booléen, ici je n'en ai pas parlé. Le tuple, j'en ai parlé, les dictionnaires aussi rapidement, les listes aussi, et inconnus, non. Le complexe, voilà, c'est le complexe dont j'avais vraiment pas parlé et que j'ai pas abordé, et ici il me semble que c'est un complexe. Donc là, vous voyez, le premier if, il va vérifier que var1 est un entier. Donc si c'est un entier, il va afficher la variable est un entier. Si ce n'est pas le cas, il va faire une autre condition. Il va en faire une autre jusqu'à ce qu'on ait tout l'univers des possibles pour une variable. Donc là, vous voyez que c'est en ligne, mais une autre chose aurait pu être possible. Plutôt que de déclarer comme ceci, c'est la méthode qu'il faut utiliser pour déclarer, mais une autre chose marche très bien, ce serait de faire une chaîne de if. Quoique non, je dis peut-être une bêtise. Non, je dis n'importe quoi, autant pour moi. Retenez vraiment qu'il faut déclarer via elif. C'est la méthode utilisée. Et une fois que vous avez toutes les conditions en tête, donc les différents types, vous pouvez très bien en avoir oublié une autre. Donc à ce moment-là, quand vous n'avez plus de conditions, vous terminez par une déclaration else, donc autre. Alors si parmi toutes ces conditions, aucune n'est vraie, afficher la valeur, la variable est inconnue. Au moins, on a le mérite d'être modeste. Donc là, si je lance le code, voilà, la variable est un complexe. Je sens que c'est un... Voilà, il ne reconnaît pas, c'est... on a peut-être une information de la part de Spider. Si je me positionne ici, si je fais... Je vais supprimer. Si je fais print, help, help est une fonction sur Python, donc là vous avez l'information pour avoir des informations. Donc là si je fais complexe, voilà, le type complexe, est-ce que je vais avoir des informations? Voilà, donc là Python vous renvoie dans
dans la documentation. Alors, les complexes. Un nombre complexe. Voilà, vous avez un peu d'informations. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous savez à peu près comment on fait. Donc, on utilise la fonction print et help, donc qui renvoie à d'autres informations. Donc là, si je fais masse, si je fais si je lance, j'ai encore, voilà. Voilà, donc là on a des informations sur la fonction native sum qui retourne donc la somme d'une valeur. Voilà, vous avez la méthode de déclaration ici. Voilà, c'est une manière assez simple d'avoir rapidement de l'information sur Python. Je vous invite à l'utiliser, c'est très important. Donc là, je vous présente ce que je voulais vous présenter précédemment, donc la chaîne potentielle de if. Donc des conditions qui se suivent. Si là je retire, voilà. Donc là, on a un âge qui est déclaré de 17. Donc si l'âge, j'ai mis en parenthèse ici, pour que ce soit plus agréable à visualiser, et il me semble que c'est la méthode à suivre, pour être sûr que tout ce qui est au sein des parenthèses est lu. Donc si l'âge est supérieur ou égal à 5, alors, affiché, vous pouvez rejoindre les taureaux du Panthéon. Donc là, j'ai un problème de caractère. Ensuite, vous pouvez faire un if par-dessus. Donc, une chose importante quand on fait un if je vais faire par hasard A est égal à 0, A est comparable à 0. Une fois qu'on a lancé le if, il faut toujours et nécessairement mettre un 2 points. Donc là, j'ai mis un 2 points, vous voyez. Le 2 points sur Python, il suppose et il rappelle l'indentation. Là, je ne touche à rien, j'appuie juste sur la touche Entrée et vous voyez qu'une indentation naturelle se crée. C'est l'avantage de l'IDE, de la mise en page, mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas déclarer des conditions ici. C'est pas possible. Donc vraiment, Entrée, et là vous avez votre indentation, et là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez que le code affiche sur cette indentation. Donc vous pouvez écrire autant de choses que vous voulez, c'est pas nécessairement sur une ligne, ça peut être sur une suite de lignes. Et une fois que vous avez terminé, donc vous sautez la ligne, et là vous pouvez refaire un autre if. Encore une indentation, et c'est sans fin en fait. Vous pouvez aller vraiment, et c'est comme ça que le code fonctionne, ça peut aller très loin en termes de comparaison. Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà, âge. Donc, comme ici, l'âge est supérieur ou égal à 15, on peut rejoindre les taureaux du Panthéon. Et ensuite, on a une autre comparaison. Si l'âge est inférieur ou égal à 20 ou est supérieur ou égal à 77, il nous dit qu'il faut payer sa cotisation. Donc là, vu qu'on est à 17, vu que âge est égal à 17, âge est inférieur à 20 dans cette condition, et il y a un ou, donc on peut rejoindre les taureaux du Panthéon, mais il faut payer sa cotisation. Voilà. Et si ces deux conditions ne sont pas vérifiées, alors, c'est simple, c'est que vous ne pouvez pas vous inscrire. Donc là, encore une fois, l'ensemble des possibles est encadré par donc, les deux conditions, les deux if, mais aussi le else, qui prend un peu le volume au-delà des deux conditions. Donc là, si je lance, deux choses. On peut rejoindre les taureaux du Panthéon, et il faut payer sa cotisation. Parce que j'ai 17 ans. Si par exemple j'avais 1 an, vous ne pouvez pas vous inscrire. Parce que votre âge n'est pas supérieur ou égal à 15. Je ne sais pas si c'est l'âge requis, mais j'ai pris cet exemple-là un peu au hasard. Voilà, vous avez à peu près compris, j'imagine. Donc là, pour revenir sur vrai ou faux. Donc là, faux est égal à faux, vrai à vrai. Là, je reprends le et dans les conditions. Donc, si faux est vrai. Alors, là, j'ai pas mis si faux est égal à false et vrai est égal à. Mais j'aurais pu le noter comme ça. Sauf que, voilà.
si, quand on précise une comparaison, on suppose la vérité. Donc, si faux est vrai j'entends si vrai, ça signifie si faux est égal à true et vrai est égal à true. Donc si les deux sont vrais, alors tout est vrai. C'est pas explicitement dit, c'est implicite, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Par défaut, tout devrait être vrai dans Python. C'est comme ça. Une condition par défaut est vraie. Par défaut, on est à 1, on n'est pas à 0 dans les conditions. Ce qu'on cherche dans une condition, c'est la vérité. C'est le postulat de base. Donc là, a priori, ça devrait être rejeté, car faux est égal à false, faux. Sinon, donc c'est que faux est faux ou que vrai est faux. C'est que un des deux est faux, puisqu'on a et, donc on doit nécessairement avoir les deux conditions qui sont vraies. Or, ici, c'est pas le cas, vous voyez que faux est égal à false, comme son nom l'indique. Donc là, si je lance le code, j'ai un petit problème. Alors, où est-ce que j'ai un problème? Ligne 195. Étrange. Ah mince. Bon, vous savez quoi, je vais rouvrir un fichier. Voilà, je fais face à un problème de commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller la suite comment on appelle ça, de texte. Et je vais le relancer dans un autre code pour éviter ce problème-là. Comme quoi, trop de commentaires, c'est pas forcément la bonne chose. Donc là, si je lance, vous voyez que la deuxième condition est vérifiée. Enfin, donc c'est que la première condition est fausse, donc la deuxième, nécessairement, elle s'affiche. Puisque la première n'est pas vérifiée. Vous voyez. Donc on teste ici la vérité, le caractère vrai de cette condition. Elle n'est pas vérifiée, donc on affiche else, puisque c'est ce qui reste. Voilà. Je vais supprimer tout ça. Ah, je crois qu'on est retourné à la normale. Voilà, top. Alors, là je vous ai affiché une condition, une suite de conditions sur une ligne. C'est tout à fait possible. Donc là, j'ai attribué la valeur 50 à la variable n, j'affiche n, et ici, je déclare une variable qui est condition de condition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est multiplier n par 7 si n est supérieur à 500. Sinon, on divise n par 7. Donc là, j'imagine que vous avez compris que la première condition n'est pas possible, puisque n n'est pas supérieur à 500. Mais vu qu'il n'est pas supérieur à 500, donc le reste, autre, else, on divise par 7. Voilà. Donc là, j'affiche 50 et je fais résultat qui est donc n divisé par 7. Voilà, donc ensuite, les if négatifs. Donc ici, on a déclaré x comme 25, on affiche 25. Alors là, c'est pas si est vrai, c'est si n'est pas vrai. Donc si x n'est pas équivalent à 50, ce qui ici est vrai, afficher la valeur de x est différente de 50. C'est une comparaison, pas par vérification, mais par négation de la vérification. Je ne sais pas si c'est clair, mais on ne cherche pas à afficher le caractère vrai, on cherche à vérifier que le caractère vrai n'est pas vrai, donc est faux. Donc ici, a priori, la première condition est vérifiée, parce que x n'est pas similaire, n'est pas équivalent à 50. Donc vous voyez, la valeur de x est différente de 50. La première condition
est vérifié. Donc on affiche ce qu'on souhaite. On pourrait très bien print 123, 125, quoi. Ça n'a aucun sens, mais vous voyez, on peut très bien interchanger sans problème. Voilà, là on passe aux boucles. Donc ici la for loop, très utile. Je l'avais déjà abordé au sein du premier cours. Donc là j'ai déclaré une liste avec 3 valeurs, une suite de caractères, donc asset management, fintech, M&A qui sont les 3 pôles accessibles aux adhérents des taureaux. Donc là pour pay in pole, ça pourrait être pour X ou pour Lama sans problème, il n'y a pas de sens particulier, si ce n'est qu'il faut que cette valeur là soit égale ici. Vous voyez, ici j'ai un message d'erreur, là je n'en ai plus. Donc je vais garder P. Si pour chaque P dans pôle, donc pour P0, P1, P2, afficher P. Donc ce que je veux, c'est afficher chacune des valeurs. Et le saut à la ligne est implicite. Donc voilà, vous voyez, Asset Management, FinTech, M&A. C'est la boucle la plus, je dirais, simple à comprendre et qui permet d'itérer, donc d'aller d'un paramètre à un autre paramètre au sein d'une liste ou au sein d'un tuple. On le verra par la suite. Donc là, je peux supprimer. Là, on va aborder la question du range. Le range, c'est une longueur, c'est une suite de nombres entiers. Simplement, quand vous comptez de 1 à 10, c'est un range. Ici, il me semble qu'on va de 0 à 3, si je ne me trompe pas, parce que le 0 est inclus dans un range de 4. Voilà, c'est ça. Donc on voit, on a bien 4 données, parce qu'on part de 0. Pour en avoir 5, là on en aurait 5 aussi, mais on irait jusque 4, vous voyez. Donc on part de 0, 0 inclus. C'est très important de s'en souvenir. Bon, vous pouvez l'oublier, mais c'est quand même bien de le savoir. Pareil, une autre boucle for, cette fois-ci dans un range déclaré. Donc là on a 2 limites. Donc le départ, la fin. Est-ce que là on va avoir l'information si je lance range? Voilà. Donc l'avantage de Spire, c'est que là vous pouvez avoir de l'information sur la fonction native que vous appelez. Donc une fonction qui est sous Python qui ne nécessite pas d'importation de module. Donc vous voyez qu'on avait une parenthèse et 2 caractères, deux données. Ça correspond à start, qui est nécessairement un entier, vous le voyez ici, le départ, le début, virgule, la fin, qui est aussi un entier. Et là, vous voyez qu'il y a une autre information qu'on n'a pas eu besoin d'intégrer, c'était step. Step, c'est le saut, en fait. Si vous voulez compter de 1 en 1 ou de 2 en 2. Ou même d'autres méthodes pour compter, mais ici, c'est celle que je voulais préciser. Donc 2 ou 7, ou 2 ou 8, 2 9, il n'y a pas d'obligation. Donc, hop, on affiche. Et donc là, vous voyez qu'on affiche bien de 2 à 8. 8 exclu. Mais cette fois-ci, 2 inclus, 2 remplace un peu le 0 qu'on n'avait pas tout à l'heure. Alors, autre boucle for. Donc pour chaque A dans le range de 19, affiché de 5 en 5. Donc, si je lance, a priori on devrait avoir 2, 7, 12, 19. 2, 7, 12, 17, pardon. Donc là, vous voyez, c'est de 5 en 5. Il y a bien un écart, un saut de 5 entre chaque valeur. Ça pourrait aller très loin. Si on fait 200, je vais éviter de faire 2000. Vous voyez qu'on a un saut de 5 en 5 jusqu'à ce que le saut ne soit plus possible avant 200. Voilà. Alors là, on revient sur la notion de tuples qu'on utilise assez peu dans Python parce que le tuple, c'est quelque chose d'assez particulier. Finalement, c'est une liste qui n'utilise pas de crochet, donc des parenthèses, mais qui est fixe, qu'on ne peut modifier. La programmation, c'est un peu la notion de modification. Donc, si vous attribuez une fixité à un caractère, je ne sais pas dans quel cas ça pourrait être très utile. Donc là, c'est un code assez complet pour vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc là, on a un tuples, donc une liste de données. C'est pas vraiment une liste au sens de la programmation de Python, c'est une liste non modifiable, un tuple. Donc on a un tuple qui compte
les 9 premiers entiers. On déclare une variable nombre impair qu'on déclare comme caractère, donc on met un 0. Pareil pour nombre pair. Une chose importante que je veux vous rappeler, quand on utilise des variables au sein d'une boucle, on doit préalablement les déclarer. Ils doivent exister. Si nombre n'existait pas ici, le code ne pourrait pas fonctionner. Donc vraiment garder à l'esprit qu'on peut déclarer, on doit déclarer préalablement à une boucle les variables que l'on va utiliser. Donc là ici j'ai mis x, j'aurais pu mettre p, w sans problème. Donc pour chaque x, sous-entendu nombre, dans le tuple nombre, si le x, si la division par 2 de x est possible et vrai dans le sens entière, parce qu'on peut diviser 3 par 2 sans problème sous Python. Sauf que quand on divise 3 par 2, on n'est plus dans le domaine des entiers, on passe dans le domaine des flottants. Ici, on sous-entend qu'on veut se maintenir et rester finalement dans le monde des entiers, dans le type des données déclarées ici, ou même dans le nombre impair finalement. Donc, si une valeur, donc x, est divisable par 2 sans laisser de reste, donc si une division pleine de 2 est possible et ne laisse pas de valeur, donc pas de modulo, donc si la division par 2 est possible en considérant que la valeur reste entière, donc est un entier, et demeure un entier, alors ajoutez plus 1 à nombre pair. Nombre pair qui ici est égal à 0. Sinon, c'est un nombre impair. Donc là, vous voyez, on a deux conditions. On est dans une situation de booléen. Si un nombre n'est pas pair, il est nécessairement impair. Mais on aurait pu très bien mettre faire un autre if, if, on aurait pu mettre if x point d'exclamation égale 2, alors donc ajouter 1 à un nombre impair. Ça sera équivalent. Mais bon, ici on est feignant, donc on met un else et basta. Donc ce que va faire la boucle, c'est qu'elle va itérer le nombre de fois qu'il y a de valeurs dans nombre, qu'il y a de données. Donc ici on en a 9 fois. Donc elle va à chaque passage vérifier un x différent. Donc le premier x, le deuxième x, le troisième x, jusqu'à ce qu'on soit à la fin. Et elle va vérifier si c'est un nombre pair via cette condition. Si ça ne n'est pas 1, alors c'est un nombre impair. Elle va ajouter la valeur plus 1 au nombre pair. Sinon, c'est un nombre pair. Voilà, elle va faire ça 9 fois. Et une fois que c'est terminé, donc vous voyez que ici, à partir du 2 points, on a une indentation. On a un espace ici. Une fois que c'est terminé, une fois qu'on ne veut plus être dans la boucle, on revient au départ de la ligne. Donc là, vous voyez, on pourrait très bien le copier. On comprend que ce n'est pas la même chose, que le code n'est pas collé. Mais bon, on met un espace pour que ce soit plus lisible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer. Voilà. Donc il y a 5 chiffres pairs et 4 chiffres impairs. Donc c'est un code qui était censé vous préciser la possibilité et la nécessité d'utiliser les conditions dans les boucles. Parce que une boucle sans condition, c'est assez peu intéressant et vraiment c'est la perfection d'un code et la possibilité de faire des codes complets suppose souvent des conditions. Sinon, vos codes sont à rallonge et c'est impossible à utiliser. Donc là, je vais supprimer, on n'en a plus besoin. Là, je reviens rapidement sur le dictionnaire. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise parce que je l'utilise assez peu dans les codes, mais c'est bien de le savoir. Il y a deux types de valeurs dans les dictionnaires. Il y a la clé, qui correspond à la première valeur, avant le 2 points, et il y a la valeur. Donc, pour une clé, une valeur. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez que par défaut, on affiche les clés. On n'est pas obligé de noter clé. Hein. C'est pour que ce soit plus lisible, mais j'aurais pu l'appeler W encore une fois. Donc pour chaque W dans le dictionnaire couleur, je veux afficher le W, ou ici le clé. Donc, vous voyez. Donc on affichera C1, C2,
c'est 3, car c'est la première valeur dans le couple clé-valeur. Donc ça, c'est un couple clé-valeur. Vous avez la clé ici, la valeur là, c'est le premier. Là, vous avez le deuxième et le troisième. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher juste les clés. Donc par défaut, la première chose qu'on affiche, c'est la clé. Donc ici, si je lance, je fais print, je vais bien avoir les 3 premières clés. Et vous dites pour afficher les valeurs, pas les values, comment on va faire? Et bien, tout simplement, on va le préciser dans le code avec la fonction native sur Python values. Donc là, pareil, je pourrais mettre clé. Hein. Ça fonctionnerait sans problème. Mais j'avais mis, il me semble, valeur. Pour chaque valeur, je peux mettre valeur et non pas values. Parce que value est un mot-clé sur Python. Donc là, si je mets valeur, sans problème, ça devrait fonctionner. Donc voilà. Là, on cherche à afficher la valeur, puisqu'on le précise ici. Donc, on affiche les values de couleur. Donc là, ce sera le rouge, le vert, l'orange. On laisse le code, voilà. Alors, deuxième type de boucle, tout aussi important, mais peut-être qui nécessite plus de code qu'on doit écrire, qui est peut-être plus long, donc moins utilisé. La condition while tant que. Donc là, encore une fois, vraiment important avec le while, déclarer le x ou la variable d'incrémentation du tant que. Donc là, on a un x est égal à 0. Ce que l'on veut faire, tant que x est inférieur à 5, on veut afficher x, donc sous-entendu 0, et on ajoute à la valeur x plus 1. Donc là, c'est l'incrémentation plus égale 1. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est une seule boucle, un seul tour de boucle, pardon. Or, on doit le faire 4 fois, 5 fois, il me semble. 5 fois, mais on n'affichera pas la 5e. Donc là, si je lance, vous voyez, on affiche le premier x, on ajoute la valeur 1, on ajoute plus 1 pour que la boucle ait une limite. Si on ne le fait pas, la boucle serait infinie, elle se lancerait sans fin. Et enfin, si il y aurait une fin, ce serait la fin de votre ordinateur, donc faites attention. Voilà, pareil, si je fais... Qu'est-ce que j'affiche ici? Ah voilà, donc là on a un x égale 10. Tant que x est inférieur à 5, affichez x. Ici, ce n'est pas possible parce que x est supérieur à 5, il me semble. Donc là, si je lance, vous voyez, rien ne s'affiche, sans problème. Par contre, si je fais tant que x est supérieur à 5, affichez x et rajoutez 1. Si je mets 200 par exemple. Même pas, si je mets 10. Il me semble que là, on est dans le cas d'une boucle infinie. Donc si là, je lance, vous voyez comme à droite, il y a une boucle. On va l'arrêter avant que mon ordi crash. Donc pour arrêter une boucle qui paraît infinie, vous appuyez en haut à droite sur le carré. Voilà. Sinon, on risque d'endommager la mémoire RAM. Alors ici, pourquoi j'avais parlé de vérification de true? Alors là, c'est la question de booléen. Donc x est vrai. Donc là, c'est peut-être une boucle infinie. Pareil, boucle infinie. Donc ça suppose qu'une donnée est vraie en toute circonstance, il me semble. Si je lance, hop, pareil, boucle infinie. Pourquoi il y a un point virgule? C'est étonnant ça. Pareil, ça marche. Le point virgule n'est pas normal. Si je mets une suite de caractères, est-ce que ça va fonctionner? Ah non. Non, donc ça marche qu'avec les entiers ou avec les flottants, je pense. Pareil, ça fonctionne pareil avec les flottants. Donc voilà, je vous ai à peu près tout montré. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Bon, c'est pas la période la plus... Enfin, c'est pas le programme le plus intéressant pour moi comme pour vous, mais il faut revenir parce que c'est la base de programmation. Là, vous voyez un truc très intéressant qui me permet d'aller un peu plus loin. Il y a le mot Cython. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. C'est quelque chose de très important. En fait, Python
est assez peu performant et assez peu rapide comparé au langage C ou au langage C++. Ici, comme j'ai lancé une boucle infinie, ma console est passée en mode Cython. Cython, c'est un module, un package, une librairie qui permet de transformer un code Python en C pour le rendre plus rapide. D'où le Cython à la place du Python. Donc quand vous avez des problématiques de performance, vous pouvez utiliser Cython, qui est un langage à lui-même, qui prend un code Python en question. Ce code Python il nécessite quelques ajustements, par exemple la déclaration des variables dès qu'on crée une variable, donc pas faire a égale 15, mais int a égale 15. Donc on déclare que a est un entier qui est égal à 15. Ça évite de rechercher au langage et d'attribuer une variable au langage à la valeur. Donc il s'est mis en mode Cython et il a calculé pour éviter que finalement mon Python plante et mon ordi avec. Donc voilà, c'est une chose très importante à connaître si vous voulez aller plus loin en finance de marché, parce que typiquement, moi j'ai eu un entretien récemment pour cette problématique-là finalement. C'est avoir un code en Python, donc qui est facile à transmettre aux nouveaux stagiaires, mais qui soit performant. Donc nécessité d'utiliser Cython, parce que le Python natif ne peut pas faire des codes hyper performants en termes de calcul et en termes de vitesse. Voilà, donc j'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Le prochain cours, ce sera, je pense, les fonctions, donc les defs, les fonctions. Et suite à cela, on attaquera directement les modules. Ce sera la partie peut-être un peu plus intéressante pour vous comme pour moi. Ça me permet de renforcer des choses que je connais et aller vers d'autres problématiques. Donc merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.